Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle des problèmes de dos. C'est une structure qui est vraiment importante, qui est vraiment névralgique. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. 5 choses à connaître sur la sténose spinale. Je vous l'ai souvent dit, la sténose spinale, c'est, je pense, un des problèmes de santé les plus fréquents et peut-être les moins bien connus des problèmes de dos. On connaît beaucoup la hernie discale, par exemple, mais la sténose spinale, on en parle peut-être un peu moins souvent. Donc, première chose à savoir sur la sténose spinale, les vertèbres et le système nerveux sont interdépendants. Et il ne faut jamais l'oublier. Bien sûr, si on a un accident d'auto, un grave accident d'auto, et nos vertèbres sont blessées, on craint souvent pour la moelle épinière. J'ai des patients, moi, qui ont paralysé des jambes parce qu'ils ont eu un accident d'auto et la moelle a été sectionnée. Ça, c'est dans les cas extrêmes qu'on souhaite à personne, mais dans notre vie de tous les jours, notre système nerveux, une partie de notre système nerveux se trouve à l'intérieur de la colonne vertébrale et c'est vraiment important de ne jamais l'oublier pour au moins comprendre nos symptômes et ça peut être fort utile aussi même pour peut-être se motiver à faire nos exercices. Vous voyez, c'est la même vertèbre, le corps vertébral qui est au centre, qui est un peu en forme de cœur, et juste derrière ou devant, selon votre perspective, on a le système nerveux, on a la moelle épinière qui est comme un petit papillon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde me voit bien? Est-ce que c'est assez gros? Donc, il y a un petit papillon et on a les trucs jaunes qui ressortent de chaque côté et on a donc ces racines nerveuses qui vont devenir des nerfs. Et au centre, on a un canal, le canal où se trouve le tissu nerveux, la moelle épinière notamment. Si je vous le montre d'une autre façon, vous voyez sur l'illustration de droite, c'est ce qui m'amène à vous présenter le deuxième point. Deuxième chose qu'on devrait tous connaître sur notre dos en lien avec la sténose spinale, le canal spinal est un des endroits névralgiques du corps humain. Il se passe beaucoup de choses dans notre canal spinal. Il y a beaucoup d'informations qui sont échangées. Il y a beaucoup d'éléments sensoriels qui sont envoyés au cerveau et il y a beaucoup aussi de commandes motrices qui passent par la moelle épinière. Alors, c'est à la fois sensitif, à la fois moteur et donc c'est un point névralgique qui est au centre de notre colonne vertébrale. Et quand on a une sténose spinale qui est symptomatique, qui est problématique, on veut savoir ce qu'il faut faire, on veut prendre soin de soi. Et comme ça reste un peu abstrait, c'est pas quelque chose qu'on voit, je pense que c'est intéressant d'en parler et de se concentrer sur ces 5 éléments à vraiment à retenir de la sténose spinale, du canal spinal et du dos. Donc, la troisième chose à connaître absolument, c'est le sténose spinal compte parmi les diagnostics les plus prévalents liés à l'avancée en âge. On oublie à quel point c'est vraiment un problème assez important. Il y a des gens qui ont des sténoses spinales qui ne le savent pas. Il y a des gens qui ont des sténoses spinales qui ne causeront jamais de problème. Donc, il y a des sténoses spinales asymptomatiques. L'idée, ce n'est pas de dire que tout le monde a un problème de sténose spinale puis ça devient dangereux. Non, non, mais c'est quand même quelque chose qui est fréquent et c'est beaucoup lié à l'avancée en âge, pas uniquement, mais c'est entre autres lié à l'avancée en âge. Donc, souhaitons-le nous à tous. On va tous vieillir et souhaitons-le dans une bonne santé. Et un des déterminants de notre qualité de vie, c'est notre capacité à bouger, notre capacité à prendre soin de nous, à faire nos activités quotidiennes. Et quand on a une sténose spinale est symptomatique et qu'on arrive à en prendre soin, parfois on peut s'épargner des diminutions de qualité de vie. La sténose spinale, c'est quoi? Je vous l'explique. À gauche, c'est un canal qui est normal. Pardon pour les mots en anglais, c'est des illustrations pour lesquelles j'ai les droits d'auteur, mais en anglais, je n'ai pas le droit de modifier les illustrations. Et à droite, c'est une illustration, hein, c'est pour vous donner une idée où se trouve la moelle épinière et les structures nerveuses. On a
une obstruction, on a beaucoup moins d'espace et comme c'est du tissu nerveux, ben, il peut y avoir des symptômes, des engourdissements, des fourmillements, de la douleur, de la difficulté à bouger, par exemple. Il y a différents symptômes, on pourra les revoir un peu plus tard, mais ça vous donne une image. Donc, le centre de la vertèbre dans lequel se trouve un canal, dans un cas de sténospinal, l'espace dans le canal se trouve réduit. Je fais une petite parenthèse sur la sténose foraminale, qui est une sténose. C'est le même principe, mais plutôt que ce soit au centre, c'est sur les côtés. Et là aussi, il y a un risque de comprimer une racine nerveuse, une structure nerveuse, et peut-être causer de la douleur. Je referme la parenthèse. On reste dans la sténose spinale. Et donc, quatrième point, la sténose spinale peut être dégénérative, mais aussi congénitale. Vous avez été plusieurs à m'écrire sur les réseaux sociaux, dans les fils de discussion de mes vidéos, me disant que vous aviez une sténose spinale dorsale ou dans un portrait clinique qui est parfois un peu différent de la sténose spinale qui est associée au processus dégénératif, mais on peut donc naître avec une prédisposition, une malformation parce qu'on aura certains gènes, par exemple, et on aura un canal spinal plus étroit que la majorité des gens. Donc, on peut aussi avoir un problème qui est congénital, c'est-à-dire de naissance. Et ça aussi, on ne le dit pas souvent. La sténose spinale dégénérative, donc celle qui se construit au fil du temps, elle consiste en un rétrécissement du canal de la colonne vertébrale, donc le canal spinal, qui peut comprimer des nerfs, ce n'est pas automatique. Et aussi, ce qui est important de savoir par rapport à la sténose spinale, c'est qu'elle provoque des douleurs et des engourdissements dans le bas du dos. J'aurais pu écrire elle peut provoquer des douleurs et des engourdissements dans le bas du dos et les jambes. Et surtout, et c'est ce qu'il faut retenir de cette phrase-là, surtout en position debout ou en marchant. C'est très spécifique. Les gens qui ont une sténose spinale, à moins que ce soit vraiment très, très grave, ce qui arrive, qui arrive pas fréquemment, mais les gens vont avoir des symptômes en étant debout, en marchant, après un certain temps. Je fais une deuxième parenthèse. Il y a la maladie artérielle périphérique, qui est un problème vasculaire qui peut donner des symptômes qui ressemblent à la sténose spinale. Je vous en parle dans mon livre Plus jamais malade. Pour ceux qui l'ont, vous pourrez aller relire ce chapitre-là. Vous pourrez aussi aller écouter ma vidéo sur ma chaîne YouTube sur la maladie artérielle périphérique. C'est un autre problème. On peut distinguer, on peut dépister soi-même un peu la différence entre les deux, mais je vous invite vraiment à consulter. Je referme la parenthèse, on revient à la sténose spinale. Donc, le problème réside dans la difficulté de rester en position debout ou de marcher longtemps ou pas si longtemps que ça. Parfois, c'est quelques minutes, c'est 5-10 minutes et les patients vont souvent nous dire c'est presque chronométré. Après 10-12 minutes, je dois m'asseoir et lorsque je m'assois, la douleur part presque au complet, sinon au complet, les engourdissements, les fourmillements ou la douleur dans les jambes. Je me remets à marcher 10-12 minutes plus tard, la même chose arrive. Évidemment, vous avez besoin d'être évalué si ça correspond à vos symptômes, mais peut-être, en tout cas, on pourra peut-être émettre une piste d'observation en lien avec la sténose spinale si vous avez des symptômes qui ressemblent à ça. Maintenant, je vous disais que je vous en parlerai de la sténose spinale dégénérative. Les symptômes s'atténuent souvent en position assise, dégénérative, pas congénitale, pardon. Donc, on reste dans la sténose spinale dégénérative. Les symptômes s'atténuent souvent en position assise et des exercices peuvent aider à les soulager. Et ça, c'est important. On ne le dit pas assez. Dans un contexte de sténose spinale, il y a des programmes d'exercices qu'on peut faire. Il y a des études qui se sont intéressées aux bienfaits des programmes d'exercice. Il y a des études qui ont montré qu'un programme d'exercice peut avoir des effets comparables à une chirurgie, par exemple. Et à mon sens, on devrait toujours choisir en premier lieu une intervention qui n'est pas irréversible comme une chirurgie, voir ce que ça donne, d'adapter évidemment les exercices. Vous allez en trouver sur ma chaîne. Moi, je vous encourage à consulter un professionnel de la réadaptation, un professionnel de la physiothérapie ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Mais donc, il faut le dire et le répéter. Oui, un programme d'exercice, ça peut aider les personnes qui ont des symptômes liés à leur sténose spinale. Maintenant, là, c'est le temps, la sténose spinale congénitale est asymptomatique, je précise. On peut avoir une sténose spinale de naissance et avoir des problèmes liés à la sténose spinale. Les informations que je vous donne en ce moment, c'est des gens qui ont des sténoses spinales
congénitales et qui n'ont pas de symptômes. Et ça devient vraiment intéressant de réfléchir à tout ça parce qu'on se dit, comment savoir si à 80 ans, on ne m'a jamais dit que j'avais une sténose spinale, ça n'a jamais été investigué, comment savoir si j'ai cette sténose spinale-là de naissance? Et les symptômes que j'ai en ce moment ne sont pas liés à la sténose spinale, sont liés à autre chose, ou les symptômes que je ressens, la douleur que je ressens est bel et bien liée à la sténose spinale. Et ça, ce n'est pas une question simple à répondre. Juste de réfléchir à la question, c'est un peu compliqué, mais elle est importante, cette question-là. Alors, allons-y de l'autre, en sens opposé, des gens qui ont une sténose spinale congénitale et qui n'ont pas de symptômes. Donc, le canal spinal est plus étroit que la normale dès la naissance, souvent à cause d'un développement incomplet des os pour plusieurs raisons. Regardez bien ces statistiques-là. Environ 16% des gens qui ont une sténose spinale cervicale, 11% au niveau thoracique, au niveau du milieu du dos, 20% lombaire et 10% en tandem, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux qui sont touchés en même temps. Et ça, c'est des gens qui n'ont pas de symptômes, c'est important de se rappeler. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est anormal, qui est systématiquement problématique, vous le voyez, mais on peut aussi avoir une sténose spinale, avoir des symptômes, mais je voulais quand même mettre ça en perspective pour qu'on relativise les choses. Et il existe trois principales causes à la sténose spinale. La première, c'est la cause dégénérative. L'autre élément, c'est la hernie discale. Donc, on va avoir une hernie qui va comprimer la structure nerveuse, qui va réduire l'espace. Mais en fait, on a un canal qui est peut-être un canal spinal qui est peut-être, lui, normal, mais il va être obstrué par une hernie discale ou en partie obstrué par une hernie discale ou une grosse hernie discale. Et l'autre raison, l'autre cause de la sténose spinale, c'est des raisons congénitales, comme je vous l'expliquais. Et on n'oublie pas, et ça c'est important, que le traitement de la sténose spinale symptomatique, celle qui cause des symptômes, varie selon l'étiologie. On ne va pas traiter une sténose spinale ou on ne va pas traiter des symptômes qui sont comparables à une sténose spinale si c'est une hernie discale, si c'est une sténose spinale dégénérative ou congénitale chez un adulte de 22 ans, par exemple. On va choisir des stratégies différentes. Et quand on a aussi des signes neurologiques, si par exemple on a des problèmes urinaires, si on n'est plus capable de contracter des muscles et c'est presque irréversible, il faut agir rapidement aussi. Dans ces cas-là, on ne va pas choisir un programme d'exercice, attendre 2 ans, voir si ça va se passer. Donc, il faut adapter tout ça, adapter l'intervention à la condition de la personne et la physiothérapie avec des exercices spécialisés. La thérapie manuelle offre des résultats comparables à ceux de la chirurgie pour les cas légers à modérés sans les risques de complications. Il y a plusieurs études qui se sont intéressées à tout ça et ça a été démontré. Donc, à mon sens, on ne devrait pas commencer à offrir comme première stratégie, quand il n'y a rien d'urgent, l'intervention chirurgicale, quand on pourrait y aller avec un programme d'exercice. Un conseil aussi, lorsque vous avez des symptômes de sténose spinale, dans bien des cas, c'est une condition qui évolue lentement. Donc, on peut prendre son temps d'une certaine façon pour explorer ce qui fonctionne le mieux. Et il y a vraiment plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place. Et un principe, lorsqu'on a une sténose spinale, souvenez-vous que la douleur, elle est augmentée quand on est debout et elle est diminuée quand on est en position assise ou recroquevillée ou en flexion. Pourquoi? Parce que le canal spinal, chez tout le monde, qu'on ait une sténose ou pas, il est plus coincé quand on est debout, ou il y a moins d'espace, devrais-je dire, lorsqu'on est debout, et lorsqu'on est en position arrondie, lorsqu'on est assis, par exemple, physiologiquement, il y a plus d'espace. Alors, c'était les 5 choses qu'on devrait tous connaître, en fait, sur la sténose spinale pour pouvoir dépister soi-même des problèmes et savoir mieux intervenir. Je vous remercie d'avoir participé à ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes. Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos,
dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.